Eh bien, reprise du coup voilà du guidage. Donc Seth expliquait à l'instant qu'il pouvait utiliser différentes manières d'enseigner et le paragraphe suivant, il va expliquer un peu plus précisément ce que ça veut dire. Il dit que, autrement dit, je peux enseigner la même leçon de bien des manières différentes. Bon, là, rien de nouveau. Mais il va dire que il le fait en fonction des capacités et des croyances inhérentes à chacun des systèmes dans lesquels je dois œuvrer. Donc les différences d'une réalité à l'autre, c'est pas forcément intuitif pour nous, mais donc c'est lié aux capacités de ces systèmes. Ça, c'est un premier point. Hein, comme j'expliquais, il y a effectivement des existences, des réalités qui sont physiques, donc bah, on va utiliser des mots, alors que quand c'est des réalités non physiques, eh ben, c'est uniquement des pensées. Hein, ce sera visiblement par télépathie, la manière dont Seth l'avait expliqué. Donc on voit qu'en fonction de l'environnement dans lequel on est, eh bien déjà, la manière de s'exprimer. Donc c'est peut-être, au départ, c'est peut-être les mêmes concepts, mais comprenez bien que Seth qui explique des concepts qui sont quand même parfois un peu compliqués, eh ben, il bute sur les mots. Hein. Il est obligé d'adapter les exemples qu'il donne. Bah, c'est pareil, des fois, moi, voilà, je suis embêté, soit parce que je comprends pas tout simplement le concept que Seth explique, soit j'arrive pas à l'exprimer, donc j'ai peut-être une vague image un peu dans ma tête, ou une interprétation à ma manière de ce que ça pourrait être, mais de là, après, à réussir à le transmettre, en discuter avec d'autres personnes, là, c'est vraiment loin d'être évident. Donc, la manière dont on fait diffuser une information dépend effectivement des caractéristiques de l'environnement dans lequel on est. Hein, moi, c'est comme ça que je comprends en tout cas ce que Seth explique de dire. Mais ça dépend également des croyances de ces systèmes. Et ça, c'est un point aussi important, donc on y reviendra euh, dans ce livre-là à d'autres moments. C'est en fait comme c'est la conscience qui est à l'origine de tout ce qu'il y a autour de nous, eh bien, nous créons collectivement par cette croyance collective un univers où nous fixons nous-mêmes nos règles communes. Et plus notre vision, on va dire, de la réalité est avec des croyances claires, précises, délimitées, justement, et non pas ouvertes, libres et créatives, eh bien, plus on a la réalité que l'on vit, donc qui correspond en plus à ce qu'on en attend. Donc, c'est un petit peu le serpent qui se mord la queue. L'idée, c'est que comme c'est la conscience qui crée la forme, eh bien, les croyances qu'on peut appeler un peu limitantes, hein, une croyance, euh, c'est vraiment quelque chose qui peut être assez restreint. Je vais vous donner un exemple, peut-être. Voilà, qu'est-ce que c'est des croyances limitantes? Bon, un exemple que je donne assez souvent, et je pense qu'il a toujours le mérite d'être assez juste. Quelqu'un qui a grandi avec un chien, qui adore les chiens, qui a toujours des chiens autour de lui, qui sait comment communiquer avec eux, qui n'a jamais du coup été agressé par un chien, qui ne s'est jamais senti en, en difficulté. Il n'a pas peur des chiens. Son concept du chien, c'est que c'est un animal. Alors voilà, ça peut être le meilleur ami de l'homme, quelque chose qui peut être assez extraordinaire. Il y a des gens qui auraient du mal à vivre sans chien, par exemple.
Donc voilà, une première personne peut développer une sorte d'empathie avec les chiens ou une relation assez extraordinaire. C'est donc une première forme de croyance. Une autre personne qui n'a jamais été en contact avec des chiens, peut-être dans son jeune âge, qui a croisé un jour un chien qui l'a surpris, un gros chien, qui lui a aboyé dessus, qui lui a fait peur, peut-être même mordu, qui a donc, depuis son plus jeune âge, eu une relation un peu conflictuelle avec les chiens. Et que rien, plus tard dans sa vie, n'a été dans le sens inverse, que plutôt, on va dire, les 10, 15 ou 20 premières années de sa vie, c'était un petit peu tout le temps un peu la même expérience. J'arrive, je vois un chien, j'ai peur, je suis crispé, donc le chien le sent, donc ça se passe pas bien. On peut avoir un peu ce même genre de sensation avec les chevaux, par exemple. Les gens qui montent les chevaux, si on est stressé, moi j'ai cru comprendre que les chevaux, ils le sentaient facilement. Donc ils vont être un peu moins cool, quoi. Ils sont stressés parce qu'il y a un humain stressé sur leur dos. Bon. Donc vous voyez que du coup, on peut développer une seconde manière de rentrer en relation avec les chiens, qui va être plutôt compliqué. On essaie plutôt d'éviter, on en a peur dès qu'ils s'approchent, on crie, on hurle, on évite. Bon. Eh bien, ça, c'est vraiment typiquement ce qu'on peut appeler des croyances. Donc ça n'a rien à voir avec une religion. C'est le mot de croyance, c'est vraiment des choses qu'on retrouve dans notre fonctionnement de tous les jours, avec tout. On peut retrouver ça, par exemple, la relation aux enfants, la relation dans sa famille. Après, ça peut être par rapport à la nourriture, à l'éducation, le fait d'apprendre des choses ou pas, le sport, bon, etc., etc. Voilà, le travail, l'argent, plein de thèmes comme ça. Quel est le rapport que nous entretenons avec tel ou tel thème? C'est tout ça qu'on va nommer des croyances. Et là, ça explique que, effectivement, il va être obligé de faire avec. Dans un monde où, euh, par exemple, tout le monde, euh, je sais pas, a peur des chiens, oui, ce serait stupide d'arriver sous forme de chien pour expliquer, pour faire passer un message. Ou au contraire, il peut judicieusement utiliser cet exemple pour faire passer des concepts, soit sur les croyances limitantes par exemple, ou alors quand il veut illustrer la peur, ou euh, voilà. Mais donc il va avoir un discours différent, on le comprend bien. Là, voilà, c'est peut-être assez évident maintenant, assez un discours assez différent, même opposé de un monde où tout le monde aime les chiens. Bon. Donc c'est ça en fait qu'il essaie de nous expliquer, c'est que vraiment, il est obligé de comprendre les croyances, de connaître en tout cas, de connaître et de réagir en fonction de ce que, d'une part, les croyances collectives créent, parce qu'il y a ces deux niveaux-là, et en plus, s'il essaie de communiquer, puisque c'est un enseignant, donc il doit échanger avec peut-être un individu de manière ponctuelle en tout cas, il faut qu'il connaisse les croyances de cette personnalité-là en particulier. C'est ça qu'il est en train de nous dire. Mais c'est vrai que ça évoque quand même des concepts un peu particuliers. Euh, Est-ce que vraiment nous on fait attention? Je ne sais pas. Alors, je suis pas à jour des dernières méthodes au niveau de l'enseignement à l'éducation nationale, par exemple. Euh, Comment est-ce qu'on apprend à transmettre une information? Est-ce que vraiment on est à l'écoute? Alors pour les enfants, on appelle ça la pédagogie. Comment bien transmettre une information? Comment faire de telle manière que l'enfant ait spontanément envie d'apprendre? Je crois que si on éveille son intérêt, eh bien la personne va apprendre plus facilement. Donc c'est la manière dont on s'exprime qui va faire que le message y passe plus ou moins bien. Donc il parle de ça, a priori, si je comprends bien en tout cas. Et la phrase suivante, oui, pour moi c'est un complément, un commentaire, et il dit que
j'emploie dans ces communications, donc les communications en tant qu'enseignant. Il met entre tirets et pour ce livre, qui est également une transmission en tant qu'enseignant. L'ensemble de son livre est un matériau très intéressant pour le développement de chacun. Donc pour ce livre également, j'emploie une partie de moi-même qui est choisie par mon identité parmi les nombreuses personnalités dont elle dispose. Donc là, le mot identité étant un synonyme, si je comprends bien, de l'entité telle que ça avait été défini il y a quelques semaines. L'entité étant l'identité globale, effectivement. Donc c'est plus que l'identité tout court, identité globale auxquelles sont rattachées toutes les personnalités qui vivent chacune leur expérience dans leur propre réalité. Là, ce qu'il explique, c'est que lui-même, Seth, ce qu'il est en train de faire pour transmettre ce livre, c'est qu'il a choisi délibérément des caractéristiques qui sont liées à une personnalité donnée, qui est a priori, ce serait logique, la plus proche en termes de fonctionnement de la personnalité de Jane et de Robert, là du coup, dans l'exemple de la transmission du livre. C'est comme ça qu'il arrive à s'adapter le plus possible pour que le message qu'il a donné soit échangé. Et il précise dans la phrase suivante que dans d'autres systèmes, la personnalité particulière de Seth adoptée ici par moi, donc moi étant là aussi je pense le grand moi, l'identité, oui d'ailleurs c'est précisé juste après entre tirets, c'est-à-dire par une identité plus large de Seth, fin des tirets, ne serait pas comprise. Donc c'est bien cette entité globale, cette identité, qui va choisir, donc même Seth, c'est ça qui est intéressant. C'est que lui, à son échelle, il va puiser dans ces informations-là. Lui, il a beaucoup plus de contenu, de capacité. Je pense qu'il doit être assez bien connecté, je pense, à son entité. Et dans ce qu'il essaie de transmettre, eh bien, il est donc une des personnalités du grand Seth, et lui-même, il doit adapter les informations. Donc, il choisit la manière, ou il choisit en tout cas la personnalité de Seth qui est adaptée. Donc, sinon, il dit que ça ne serait même pas compris si c'était pas le bon canal. Moi, c'est comme ça que je comprends. C'est comme si on voulait communiquer avec quelqu'un en utilisant la radio, alors que la personne, il a la télévision. Et ben, on a beau émettre notre information de la manière la plus précise que l'on veut, ça passe par radio, la personne en face qui reçoit la télévision ne captera pas. Ou Internet, voilà, ou alors Facebook, alors que l'autre utilise Instagram. Peut-être pour parler à une autre tranche d'âge. Et encore, non, si je parle de Facebook, déjà, ça trahit largement mon âge, j'imagine. Voilà, TikTok et Instagram. Bon, c'est juste pour dire qu'il y a quand même cette adaptation de la part de celui qui émet le message qui reste indispensable pour que le message soit transmis en le maintenant le plus possible, le plus fidèlement possible, et surtout qu'il soit reçu le mieux possible par la personne qui est en face. Le paragraphe suivant, il va effectivement expliquer que, eh bien, bon, il va plus loin dans les exemples. Il dit, car tous les systèmes de réalité ne sont pas orientés sur le monde physique. C'est bien ce que j'avais répété pour les paragraphes précédents. Et donc même certains, selon Seth, disent qu'ils ignorent tout de la forme physique. Il n'y a pas de, c'est un concept qui leur échappe complètement. Ça, c'est quand même important aussi de le comprendre, qu'il y a des entités qui n'ont jamais vécu de vie
c'est-à-dire qu'ils n'ont jamais eu de personnalité rattachée à elles, qui ont vécu des vies dans notre monde physique. Alors je dis notre monde, dans un des mondes, des plans, des systèmes physiques. Hein. Certaines personnalités ne comprennent même pas ce que ça veut dire, ce qu'on est en train de vivre. C'est-à-dire qu'on construit des bâtiments, on se déplace, on mange. Ce sont des concepts complètement étrangers pour elles. De même que nous avons beaucoup de mal à concevoir qu'est-ce que c'est de ne pas avoir un plancher sous les pieds, une table pour poser un livre, de manger quand on a faim, de respirer de l'air, de dialoguer sans mots. Voilà, tout ça, ce sont des concepts où bon, ça demande un petit peu de réflexion avant de voir à quoi ça pourrait ressembler. Donc là, c'est le côté inverse. Voilà, il faut juste se rappeler qu'il y a également des personnes qui ne conçoivent pas ce qu'on est en train de vivre. Et il va préciser effectivement, phrase suivante, que le sexe, dans le sens masculin-féminin, tel que vous le comprenez, ne fait pas non plus partie de leur nature. Le fait d'avoir un genre est propre, visiblement, non pas à l'entité, mais bien à la personnalité. Et donc, visiblement, uniquement dans les mondes physiques, quand il y a besoin d'avoir une forme physique. C'est un choix que nous faisons, donc à chaque fois que nous venons dans le monde physique. Ce n'est pas lié à l'entité, c'est d'ailleurs pour cette raison, je ne vais pas m'apesantir là-dessus, mais donc voilà, Seth donne un nom à Jen qui est son nom d'entité, qui est l'entité plus large, et donc effectivement c'est un prénom, Robert, qui est masculin. Si ces notions-là vous semblent un peu étonnantes, vous pouvez peut-être reprendre l'introduction que j'ai présentée du livre. Ça doit être les sessions, la première séance que j'ai faite, donc 1.1 et 1.2. Et pour illustrer ça, donc par rapport au fait d'avoir un sexe, un genre, il explique que c'est pourquoi je ne choisirais pas d'y établir mes communications, donc dans ces réalités non physiques, sur la base d'une personnalité masculine ayant vécu de nombreuses existences physiques, ce qui est pourtant une partie tout à fait valide et légitime de mon identité. Là, c'est bon, voilà, je dirais c'est assez évident quand on comprend, quand on a fait le passage inverse, de se dire qu'effectivement nous sommes focalisés sur notre monde physique, donc on a du mal à imaginer autre chose. Tout ce qui n'est pas physique, tout ce qu'on ne perçoit pas. Pour nous, généralement, ça n'existe pas. Ça n'a pas de réalité. Seth, depuis le début de son livre, dit ça a une réalité, et il y a même beaucoup plus de réalité que ce que vous imaginez, en dehors de ce que vous percevez. Donc une fois qu'on a fait cette bascule intellectuelle, là l'idée c'est de se dire, eh bien effectivement, du coup, quand on est de l'autre côté, on ne sait pas ce que c'est le monde physique, donc on ne sait pas ce que c'est un homme, une femme, autrement dit. Des concepts complètement étrangers. On peut même ne pas comprendre à quoi ça sert. Je dirais là, c'est pour faire un peu un parallèle, c'est comme, oui, je sais pas, comme un Français qui irait dans un pays avec une culture complètement différente. Je ne sais pas si vous allez en Inde, au Japon, euh, voilà, vraiment des pays qui sont en dehors de notre fonctionnement quotidien, et même de rentrer en communication avec les gens, des fois c'est pas évident. Il y a certains pays, on n'utilise pas le même bonjour en fonction de si en face on a un homme, une femme, s'il y a un rapport hiérarchique, s'il est plus vieux, plus jeune. Ce sont des concepts que nous on n'a pas dans la langue française. Alors on peut avoir du respect, utiliser un mot de respect, on va vous voyez par exemple, alors que aux États-Unis, enfin ou dans la langue anglaise, on ne peut pas vous voyez les gens.
ça n'existe pas. Donc il faut montrer le respect d'une autre manière. Vous voyez, c'est juste, c'est cette notion-là, c'est-à-dire de changer de pays. On voit déjà que ça peut être compliqué, le temps de s'adapter. Alors il faut s'adapter peut-être à la nourriture, peut-être à la religion, au climat, euh, aux jours fériés. Bon, voilà, plein de petites choses où on n'y pense pas forcément au début. Et c'est en y étant au quotidien, on se dit ah mais oui mais je sais pas, je voulais acheter des fleurs. Ah bah non, dans ce pays-là, non, il n'y a pas de fleurs. Je dis des bêtises, mais c'est pour vous dire que quelque chose qui peut paraître assez évident, par exemple en France, on boit l'eau du robinet. Ça, je crois qu'on se pose pas la question. Et ben, si vous voyagez un petit peu, vous verrez qu'il y a quand même assez peu de pays dans le monde où on peut boire directement l'eau du robinet. Donc, des choses qui nous semblent absolument évidentes, dès qu'on change de pays, ne le sont plus du tout. Ça nous oblige à revisiter justement nos croyances. Hein. On revient à cette notion de croyance. Et c'est encore une fois lié aux habitudes. C'est pour ça que depuis le début de la séance, on tourne un petit peu autour de ces mêmes concepts. La manière dont le cerveau fonctionne, qui prend des habitudes, qui rentre dans des schémas de croyances, qui fait qu'avec ces croyances, on va construire un monde autour de nous qui ressemble en tout cas à nos croyances, qui peuvent des fois être inconscientes, hein, ces croyances. Donc c'est ça le piège. C'est qu'on n'a pas toujours un accès direct à ces croyances. Et que des fois on va vivre des choses dans notre vie, on va se dire non, non, mais ça, je crois pas que ce soit bien. Je, ce n'est pas normal ça que ça m'arrive. Ce n'est pas dans mes croyances. Et qu'en fait, il faut toujours se poser la question, mais de qu'est-ce que je suis en train de vivre? Pourquoi est-ce que je le vis bien ou pourquoi est-ce que je le vis mal? Quelle est la croyance ou les croyances qu'il y a derrière? Et pour moi, c'est un petit peu ça, l'expérience de nos vies. C'est-à-dire qu'à travers justement ce qu'on va vivre, la manière dont on va le vivre, ça va nous interroger sur le fait, mais est-ce que ça, j'ai l'impression que c'était une évidence pour moi. De boire l'eau du robinet, c'est une évidence pour moi. Ah bah zut, je suis allé dans un autre pays, j'ai bu et je suis tombé malade. Bon, mais je l'ai fait de manière inconsciente, sinon j'aurais pas volontairement bu de l'eau du robinet en sachant que je pouvais tomber malade. Mais c'est malgré tout cette expérience qui m'amène à réfléchir sur ma vie d'un point de vue intellectuel et à continuer à laisser émerger euh, quelque chose de l'ordre de la créativité ou de l'intuition d'un point de vue inconscient. On est en tout cas dans cette recherche-là, il me semble, quand on rentre dans les concepts de Seth. Et c'est dans cette idée-là, en tout cas, que pour moi, je parle du concept effectivement de Seth ou la théorie de Seth, bon, voilà, je sais pas tellement comment le dire. En tout cas, lui, il a donné une série euh, d'idées assez précises sur ce qu'était pour lui la réalité. C'est également quelque chose de pratique si on est dans cette expérimentation de ce que l'on vit, hein, comme je viens de l'expliquer. Voilà, Seth là donc, il dit qu'effectivement son travail, c'est donc de réussir à trouver la meilleure manière de s'exprimer pour toucher son public, finalement, hein, de rentrer en communication. Et donc c'est à lui de se mettre à niveau de son public. C'est l'enseignant qui a l'obligation euh, de trouver la manière que son public soit réceptif, que le message passe comme ça de manière la plus simple possible. Bon, voilà, c'est un petit peu comme ça que je pourrais résumer les derniers paragraphes qu'on a vus dans cette séance, pardon. Et à ce moment-là, Seth fait une petite pause
il va demander à Robert si ses doigts sont fatigués. Robert dit que ça va bien. Donc là, il est 22h54. Donc on est plutôt à la fin de la séance de Jen et Robert. Et il va donc continuer avec son traditionnel. Maintenant, dans mon propre environnement, j'utilise la forme qui me plaît. Elle peut varier, et varie, en effet, selon la nature de mes pensées. Donc là, il reprécise ça parce que je pense qu'il venait de faire une petite aparté en expliquant quand il était en train de se connecter à d'autres personnalités, donc a priori quand lui allait dans lui-même, se projetait dans d'autres réalités. Il a parlé tout à l'heure de voyager dans divers niveaux d'existence. Du coup, lui il voyage et c'est à lui de s'adapter quand il voyage. Là, ce qu'il vient de dire, c'est que dans son propre environnement, quand il n'est pas en train de voyager, il peut également utiliser la forme qui lui plaît. Donc c'est pas forcément, enfin voilà, on peut pas donc imaginer, je le redis, mais ça me semble important. 7 n'a pas une forme. Alors, on n'a pas le droit de dire est-ce que tu peux me dessiner 7? Ça n'a pas de sens. Ce qui peut éventuellement avoir du sens, c'est peux-tu me dessiner la forme que soit que 7 avait dans telle existence, ou peux-tu me dessiner la personnalité de 7 dans ou telle personnalité de 7 quand il était dans un monde physique. Sinon, là, il vient de dire qu'effectivement, elle varie de manière régulière, comme on a vu avant, il parlait de schémas mentaux, donc plutôt un reflet de ses idées, de ce qu'il est en train de vivre. Et là, il va maintenant, comme depuis le début du livre, il prend exemple sur ce qu'il vit, il essaie de nous expliquer la meilleure manière qu'il peut de ce qu'il vit, pour nous parler de nous. Et donc il enchaîne en disant, en ce qui vous concerne, vous formez votre image physique à un niveau inconscient, à peu près de la même manière, mais avec quelques différences de taille. Donc, effectivement, il continue à expliquer que c'est notre conscience qui forme notre forme. Là, il confirme précisément que comme lui, il change de forme au gré de ses humeurs, de ses envies, de ce qu'il a dans la tête, nous, on fait pareil avec notre image physique, donc notre corps. Il est en train de dire que notre corps n'est donc pas complètement stable, immuable, figé. Nous le formons. Il précise aussi que c'est un niveau inconscient, donc ça peut répondre tout de suite à des questions en disant mais j'ai pas, je me rends pas compte, j'ai pas la conscience que je crée mon corps, que je le forme là à tout instant. J'en ai pas conscience. Oui, effectivement, la réponse, comme à plusieurs moments, c'est juste que c'est logique, ça se fait à un niveau qui n'est pas conscient. Donc c'est assez proche de ce que lui, il est en train de faire dans son monde non physique. Il a quand même expliqué qu'il y a quelques différences de taille à ce niveau-là, sans en dire plus, en tout cas à ce niveau-là. Donc ça peut nous laisser un petit peu sur notre faim. Mais comme il est toujours dans les premiers chapitres, pour quand même diffuser des thèmes qui sont importants et qu'on reverra plus tard. Il faut déjà rester sur le fait de garder toujours en tête que la conscience crée la forme, y compris nous-mêmes avec notre corps en permanence. La phrase suivante, effectivement, va dans le même sens. Il dit que, en général, vous ne vous rendez pas compte que votre corps est créé par vous, à tout instant, selon l'idée que vous vous faites de vous-même. Il a quand même expliqué quelques paragraphes avant que la permanence et la stabilité dépendaient plus de l'identité profonde. Mais là, on peut comprendre, c'est-à-dire que oui, effectivement, notre corps n'a pas l'air de bouger beaucoup,
Et malgré tout, à l'échelle d'une vie, on voit quand même qu'on passe, alors avant notre naissance, d'une cellule qui va grandir, qui va donner un fœtus, un embryon, un bébé. Le bébé, il va passer de quelque chose où il est complètement dépendant. Alors au départ même, il est attaché à sa mère, donc il est dans le ventre de la mère, absolument dépendant. À un moment donné où il est suffisamment autonome pour que l'accouchement puisse se passer et que le bébé reste en vie. Et à partir de là, il va continuer son évolution vers l'enfance, l'adolescence, l'âge adulte, et on continue jusqu'à la vieillesse, la mort. Donc le corps est quand même en permanence dans cette évolution, et c'est à tel point sensible que grosso modo, alors il y a des gens peut-être qui sont plus ou moins doués pour ça, mais quand on regarde quelqu'un, on est capable de lui donner son âge à peu près. C'est-à-dire que sans savoir à quoi ressemblait cette personne 10 ans avant, ou à quoi il va ressembler 10 ans après, on sait à peu près à quel moment il en est de l'évolution dans sa vie. Donc c'est quelque chose d'assez universel chez l'être humain, qu'est inscrit en lui une progression, une évolution. Donc c'est pas complètement non plus aberrant de se dire on crée en permanence, mais que peut-être que les gens qui se voient vieillir plus vite ou vont euh, là j'hésite un petit peu, ça dépend pourquoi j'hésite. J'hésite parce que j'étais en train de me demander par rapport à l'âge, il y a des gens qui ne font pas leur âge. Il y a des gens à 15 ans, ils en font déjà quasiment 20. Il y a des gens à 30 ans, ils en font encore 20. Et puis, donc ça c'est un peu voilà deux extrêmes de la vie. En fin de vie, il y a des gens à 60 ans, on leur donnerait 70 ou plus, ou même à 50, 50 ans. Et il y en a à 80 ans, on leur donnerait à peine 70, voire moins. Ouais. Donc, j'hésitais parce que la question c'est, on a un niveau inconscient, donc est-ce que c'est parce que, par exemple, on n'a pas peur de vieillir qu'on ne va pas vieillir? Là, je pose vraiment la question, hein. C'est vraiment ouvert. Est-ce que c'est parce qu'on a vraiment envie de grandir très vite qu'à 15-16 ans, on en paraît déjà 20? Ou est-ce que c'est parce qu'on en fait déjà plutôt, on fait plutôt plus vieux, qu'on va plus facilement être avec des personnes plus âgées et donc on va mûrir plus vite? Vous voyez, enfin, la question, elle reste posée. Mais on est dans ce questionnement-là avec Seth. Qu'est-ce qui est à l'origine de ce qui nous arrive? Qu'est-ce qui crée la réalité que l'on vit? Qu'est-ce qui crée notre vie? Est-ce que c'est plutôt la partie consciente, donc on va mettre en place quelque chose et ça s'installe, ou est-ce que ça reste en général du côté inconscient? La réponse de Seth, dans les grandes lignes, de ce que j'en comprends, c'est qu'il y a toujours cette conscience à un moment donné qui peut rester inconsciente, c'est-à-dire elle est consciente pour notre entité, donc au sens, voilà, notre identité large, notre grand moi, et c'est elle qui va nous amener à expérimenter différents éléments dans notre vie que notre personnalité doit traverser pour modifier ses croyances, modifier la manière dont elle vit, ce qu'elle est en train de vivre. Et malgré tout, continuer à comprendre que nous ne sommes que une partie de ce que l'on, enfin, que ce que l'on croit être, autrement dit, excusez-moi, c'est plutôt ce que l'on croit être n'est qu'une partie de nous. Donc nous ne sommes qu'une partie de nous. C'est, voilà, ça fait quand même partie des grands messages que Seth donne. Et donc là, Seth, il parle de notre corps. Hein. Notre corps, il est créé en permanence. Et il est modifié en permanence. Et ce qu'il dit également,
la fin de cette même phrase, en fait, c'est que nos corps, ils enregistrent d'importantes variations chimiques et électromagnétiques selon le rythme toujours changeant de vos pensées. Là, ce sont vraiment les mots de Seth. Donc, le changement qu'on a en nous, c'est-à-dire qu'il y a une partie, malgré tout, relativement stable, ou en tout cas qui change doucement. Il me semble avoir lu quelque part que toutes nos cellules sont régénérées, changées, modifiées, enfin elles meurent et du coup elles sont recréées tous les 7 ans. Donc si on n'a pas vu quelqu'un depuis 7 ans, quand on le revoit, on peut considérer que tous les atomes, les molécules, les cellules, tout ce que l'on voit de son enveloppe extérieure, de son corps, nous ne l'avons jamais vu. C'est la première fois de notre vie que l'on voit cet assemblage particulier d'atomes, de molécules, de cellules, d'organes, de peau, etc. Et que malgré tout, comme j'avais déjà expliqué avec l'histoire du bateau de Thésée, il y a une continuité. Nous pouvons toujours percevoir, savoir que c'est la même personne et percevoir la continuité dans le changement. On est toujours un petit peu dans ces interrogations-là. Donc il y a une certaine constance dans le corps, puisque malgré tout la personne ne change pas complètement. La modification se fait petit à petit, hein, de l'âge bébé à l'enfance, c'est peut-être une des plus grandes modifications. À l'adolescence, bon bah ça mature, mais alors à part les pics de croissance, mais on voit vraiment qu'il y a cette formation jusqu'à un corps qui va être à peu près stable pendant quelques dizaines d'années. Là, ce que Seth il dit, c'est qu'effectivement, nos pensées, nos idées, nos émotions changent en permanence. C'est pas forcément directement perceptible sur notre corps, sur l'enveloppe extérieure, mais que ce sont des variations à l'intérieur de notre corps. Hein. Lui, il parle de variations chimiques et électromagnétiques. Donc des choses qui devraient être mesurables. Je ne sais pas si c'est fait d'ailleurs, s'il y a des chercheurs qui se penchent sur cette question-là. En tout cas, ça pourrait faire partie des questions que je poserais volontiers à des chercheurs. Voilà, je garde ça dans un petit coin de ma tête. J'aimerais beaucoup, effectivement. Ça me demanderait un gros travail, mais voilà, de préparer une liste de questions pour vérifier auprès de personnes vraiment scientifiques comment est-ce que les idées que Seth a développées dans les années 70, qu'est-ce qu'on en sait à l'heure actuelle? Est-ce que les dernières théories vont plutôt dans le même sens ou s'en éloignent? Donc il y aura quand même des variations assez importantes. En tout cas, Seth dit que c'est quand même assez... voilà, il parle de enregistrer. Le corps enregistre d'importantes variations. Bon, voilà, donc la question de si nous pouvons le percevoir reste posée. Bon, pour travailler quand même avec le corps depuis quelques années, le mien et d'autres personnes que j'accompagne, il me semble qu'en général, les gens sentent quand on est traversé par des émotions assez fortes. Je pense par exemple, je sais pas, à la colère, au stress, à des angoisses, des choses comme ça, quand les personnes n'arrivent pas à dormir, il y a des idées dans la tête. C'est bien parce qu'il y a une répercussion dans le corps. C'est bien parce qu'il y a un lien quand même assez direct entre les émotions et le corps. Donc est-ce que c'est de ça dont parle Seth ou est-ce que ce serait un autre niveau? Voilà, je n'ai pas de réponse vraiment précise. Je vous laisse de votre côté voilà, réfléchir comment les mots de Seth peuvent résonner pour vous et ce que vous en pensez. Pour le paragraphe suivant, Seth revient sur lui, ce qu'il vit avec les semblables de son environnement. Il va préciser que, ayant reconnu depuis longtemps que la forme dépend de la conscience, rien de nouveau, nous avons tout simplement acquis la capacité de changer complètement notre forme. Et il dit acquis la capacité, donc c'est
c'est bien quand même, je dirais, ça conforte en tout cas ce que j'avais expliqué, en tout cas ce que j'en comprends, donc ce que j'essaie de transmettre comme information, le fait qu'avec le degré d'évolution, avec le fait que petit à petit on maîtrise mieux la réalité, on comprend mieux donc, on rentre plus facilement en relation avec cette réalité, bien de même que dans le film Lucie, petit à petit elle arrive à maîtriser complètement d'abord son corps et puis après d'ailleurs en partie le corps des autres, ou complètement, je ne sais plus la limite. Eh bien eux, voilà, ils disent que de leur côté, ils sont capables de changer complètement la forme et c'est bien quelque chose qu'ils ont acquis. Hein. Donc c'est intéressant de voir que les capacités que l'on a ou que l'on croit avoir évoluent petit à petit et que donc on est encore amené à avoir une évolution en tout cas qui dépasse notre compréhension actuelle. Et donc pour finir sa phrase, donc il dit voilà, qu'on peut changer complètement notre forme de façon à ce qu'elle suive plus fidèlement chaque nuance de notre expérience intérieure. Je pense qu'il a rajouté cette phrase par rapport à l'explication qu'il donnait de notre propre corps avec ses variations électrochimiques, électromagnétiques et chimiques, que eux, les variations qu'ils ont dans leur corps sont plus importantes, simplement. Donc c'est comme un gradient, quelque part. Plus on rentre en relation dans cette compréhension de la réalité qui nous entoure, et ben, finalement, plus on a des capacités qui augmentent petit à petit. En tout cas, moi, ça me conforte aussi dans cette idée, je l'avais déjà évoqué dans une autre séance, qu'il faut pas s'attendre, dès qu'on commence à faire quelques exercices, je sais pas, de méditation, ou des exercices que Seth propose un peu plus tard dans son livre, ou dans d'autres livres, ou que quand voilà vous lisez quelque chose, quelqu'un qui propose une méthode de développement personnel, ou que ça joue de spiritualité, de compréhension du monde, d'ouvrir son troisième œil, etc. Ça me semble quand même assez rare, mais c'est une croyance. Voilà, je le dis clairement, c'est ma croyance, que ça arrive tout de suite. Ou en tout cas d'un coup. Moi, j'ai plutôt cette croyance dans ce que je comprends des livres que je perçois et dans mon propre vécu de mon corps, que c'est des choses qu'on va développer petit à petit, qui s'installent, qui marchent à un moment donné, qui vont plus marcher peut-être un peu après, mais qui reviennent, qui se développent. On ne saisit pas tout de suite la nature de réalité d'un seul coup. Alors que, effectivement, je crois dans le courant bouddhisme, eh ben, il y a quand même cette notion de révélation immédiate. Et c'est vrai que dans le yoga, on parle aussi de révélation. Donc bon, voilà. Après tout, pourquoi pas quelque chose tout d'un coup qui se déclencherait, qui apporterait une grande compréhension immédiate. Euh, voilà, une compréhension de la réalité au sens large. Donc pourquoi pas. À ce stade-là, Seth demande à Robert s'il veut faire une pause ou terminer la session. Robert, excusez-moi, propose de faire une pause, il est 23 heures. Il va faire un petit commentaire justement pendant la pause. Il précise que la transe de Jen a été bonne, bien qu'elle en sorte assez rapidement. Il n'y a pas de contradiction par rapport à ça, j'avais déjà évoqué. Il continue. Elle me dit qu'elle savait quels mots elle prononçait pendant la session, mais qu'elle les oubliait aussitôt. Donc je redis que quand il note, Robert, hein, ces petits commentaires-là, donc ça veut dire qu'effectivement, c'est des choses qui ne sont pas forcément automatiques à chaque séance qu'ils vont avoir avec Seth, à chaque session. Et donc là, voilà, dans cette session-là, alors en plus, oui, j'avais dit tout à l'heure, elle se promenait dans la cuisine, elle allait chercher des allumettes, elle voulait aller allumer une cigarette. Bon, donc elle a un certain niveau de transe aujourd'hui dans la séance, donc un état modifié de conscience particulier, qui fait que les mots de Seth étaient clairs pour elle. Bon, par contre, je ne sais pas si c'est lié à la transe ou
parce qu'elle n'est pas focalisée à ce moment-là sur la réalité physique. Donc, mais voilà, elle précise qu'elle oublie les mots quand même au fur et à mesure. Donc c'est aussi cette idée-là qu'elle est obligée plus tard de relire en fait les séances que Robert prend en note. Donc c'est assez intéressant ou amusant parce que finalement c'est elle qui dicte, c'est son corps qui dicte, tous les mots ils sortent de sa bouche, mais à la fin elle est obligée de relire. Donc il y a un décalage assez intriguant en tout cas. À 23h05, cependant, je continue le commentaire de Robert, elle se rend compte qu'elle, entre guillemets, n'en est pas complètement sortie pendant la pause. Donc voilà, il lui faut quand même 5 minutes, on peut imaginer, ils interrompent la session, ils commencent à échanger, bon, comment tu te sens? Oui, bah voilà, je me souvenais des mots, mais pas forcément, enfin je les oubliais très vite. Et au bout de 5 minutes, comme ça, en parlant, elle se dit, ah non, je suis encore un peu en transe, quoi. Donc c'est une sensation un peu particulière, elle n'est pas complètement revenue. Donc ça aussi, c'est des commentaires, moi, que je trouve intéressants pour mieux s'immerger dans la manière dont il vivait les sessions au quotidien. Après, pour le contenu du livre, c'est un petit peu à part, donc je ne m'appesantis pas dessus. Reprise à 23h07. Le mot classique, maintenant. Cette aptitude à changer de forme est une caractéristique inhérente à toute conscience. Donc là, au sens large, et Seth a même demandé à Robert de souligner toute, qui apparaît en version grasse dans la version française. Voilà, donc toute conscience, toute, vraiment, il n'y a aucune exception, est capable de changer de forme. Ça fait partie des propriétés. Et comme nous-mêmes, nous sommes une conscience, du coup, nous avons cette même capacité. C'est ce que Seth essaie de diffuser comme information à chaque fois quand il parle de lui. Il essaie de généraliser en disant, mais pour beaucoup de choses, vous avez les mêmes compétences. Simplement, c'est au niveau inconscient, où vous ne vous en souvenez plus, où vous ne savez pas comment faire. Il faut encore que vous développiez votre relation à la réalité, etc. Et justement, la phrase suivante va dans ce sens-là, où il va préciser que seul varie le degré de compétence et d'accomplissement. Donc nous sommes capables de changer de forme, en tout cas notre conscience, ça fait partie des caractéristiques. Seulement, c'est à un degré plus ou moins fort, en fonction de nos compétences et de notre niveau d'accomplissement. Cette généralise à nouveau en nous parlant à nous, êtres humains. Vous pouvez constater la même chose dans votre propre système, dans une version ralentie. Ah, donc il est en train de nous dire que on peut observer ces formes qui changent. Alors, de quoi il parle? Il dit que, donc c'est une version ralentie, lorsque vous observez les formes changeantes prises par la matière vivante au long de son histoire évolutionniste. Il a mis le mot évolutionniste entre guillemets. Histoire évolutionniste. Donc effectivement, sur l'échelle de générations, les espèces qui vont se reproduire au fur et à mesure, il y a des évolutions qui sont perçues par nous, et ce sont donc, voilà, il dit une évolution au ralenti, hein, une version ralentie de ce changement de forme. Lui, il peut changer de forme comme il veut, s'il veut devenir un diplodocus tout de suite, il le fait. C'est peut-être plus ou moins instantané, ou quelques secondes, ou bon, voilà, on n'a pas le détail, en tout cas, c'est sans doute
à la vitesse de la conscience, puisqu'il n'y a pas de réalité physique. Alors que nous, il y a la réalité physique, donc il faut que ce soit des transformations petit à petit des atomes, des molécules qui soient remplacées. C'est en tout cas ma manière d'expliquer cette sorte de lenteur de mise en place du système. Mais en tout cas, on est bien effectivement dans ce phénomène-là. Là, ce qu'il dit, bon, c'est une interprétation de ce qu'on peut voir de l'évolution au niveau des espèces. Bon, ça peut se tenir, ça peut s'entendre, hein, cette suite permanente. Alors l'idée, ce serait quoi? Oui, je crois qu'au départ, c'était plutôt des cellules toutes seules, hein, l'organisme unicellulaire, une seule cellule, hein, des bactéries par exemple. Il y a des algues aussi qui sont encore, qui existent encore de nos jours, qui sont toutes seules, c'est-à-dire qu'elles ont toutes les capacités de se nourrir dans leur milieu, de prendre de l'oxygène si elles en ont besoin, de transformer leur énergie, de rejeter créer leur métabolisme, de se déplacer s'il y a besoin pour aller vers d'autres ressources alimentaires. Voilà, en tout cas, de faire leur vie, puis de se multiplier, puisque le propre de la vie, notamment, c'est de multiplier l'ADN. Hein, c'est ça, c'est comme ça qu'on voit si un organisme il réussit ou pas. S'il multiplie son ADN, c'est qu'il est plutôt en train de se diffuser, quel que soit son degré de dépendance par rapport à d'autres cellules. Bon, puis après, on aurait eu des organismes pluricellulaires, multicellulaires, hein, donc, où les cellules petit à petit vont pouvoir se spécialiser pour faire une seule fonction bien particulière. Donc oui, par exemple, des cellules qui vont former de la chlorophylle et qui vont pouvoir récupérer l'énergie du soleil pour fabriquer des sucres. Si je me souviens bien, c'est ça, c'est le CO2 qui se fixe, donc on récupère le carbone, on émet de l'oxygène, et donc on va pouvoir créer des molécules avec du carbone dedans, voilà, notamment alors carbone, hydrogène, oxygène également pour les molécules de chimie organique, hein, voilà, notamment des sucres. Et puis, je crois dans les espèces ou les embranchements, je sais plus comment ça s'appelle, les règnes. En dessous des règnes, il y a les familles. Bon, voilà, je ne sais plus exactement là, au niveau de la classification. Je sais qu'à un niveau, il y a les annélides, enfin tous les vers. L'évolution suivante, ça doit être, je pense, les reptiles et les amphibiens, si je dis pas de bêtises. À ça doit être lié ensuite les oiseaux. Je sais plus les insectes, à quel niveau ils sont séparés. Je crois qu'après il y a une continuité un peu oiseaux. On trouve des traits communs avec les mammifères, il me semble que c'est une évolution. Les ailes sont devenues des pattes avant, il me semble. Bon, là je suis pas voilà, complètement sûr enfin je suis pas du tout sûr de ce que j'avance, soyons clairs. Et c'est pour expliquer que même tous les animaux qu'on voit autour de nous, on dit que voilà, ils ont des ancêtres communs. Et donc on peut essayer de remonter comme ça et donc de voir qu'il y a eu des évolutions. S'il y a des ancêtres communs qui n'existent plus aujourd'hui, hein, c'est pour ça qu'on dit que les singes d'aujourd'hui ont des ancêtres communs avec l'homme. Mais s'ils n'existent plus aujourd'hui, bon ben voilà, c'est des suppositions, c'est des hypothèses. En tout cas, c'est des formes de matière vivante qui va évoluer effectivement. Voilà, donc ça, c'est il me semble la première fois que Seth nous parle de cette théorie de l'évolution et il explique à sa manière que c'est finalement la conscience qui est à l'origine du coup du changement, hein, ce qui serait donc un petit peu à l'inverse de la théorie de l'évolution, puisque la théorie de l'évolution explique que c'est par hasard. Voilà, par hasard, il y a des mutations, et cette mutation, soit elle est favorable à l'espèce, donc ça, voilà, ça crée un paramètre particulier qui rend l'espèce plus adaptée, plus attrayante, plus forte,
oui, de manière générale, elle est plus adaptée à son environnement du moment présent. Alors comme l'environnement peut changer, bah, il y a des mutations qui ne sont pas favorables à certaines époques, donc il y a certains individus ou populations qui ne vont pas très bien survivre à certaines périodes. Et puis si les conditions climatiques notamment évoluent, ou si l'espèce arrive à se déplacer pour trouver des conditions qui lui sont plus favorables, elle peut à ce moment-là mieux se répartir et donc multiplier son ADN, encore une fois. Lui, il dit que bah voilà, c'est un petit peu l'inverse. C'est pas du hasard qui crée des nouvelles formes, des nouveaux gènes, des allèles même, enfin voilà, des formes différentes. Ce serait la conscience. Hein, donc il inverse complètement le paradigme, la réflexion sur le sujet. Que finalement, si je comprends un petit peu, puisque lui, à son échelle, il change de forme rapidement, c'est une illustration de ce qu'il a envie d'expérimenter à ce moment-là. Et bien là, notre histoire évolutionniste, c'est uniquement différentes phases dans notre histoire où on a envie d'expérimenter des choses différentes avec la matière vivante. Bon, voilà, là je développe ou j'interprète un petit peu en tout cas ce que je comprends en mettant en lien les premiers paragraphes qui sont présents dans ce chapitre. Je vais m'arrêter à cet endroit-là, nous sommes page 48 à peu près au milieu de la page. Pour aujourd'hui, en tout cas, je fais une pause, donc je vous retrouverai prochainement. Merci de m'avoir écouté.